Madeleine Destiller, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en cette journée du 16 juillet 2019 et bien entendu lorsque l'on mentionne cette date et que l'on a vécu en France pendant la Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien cette date, tout le monde le sait, c'est la date de la rafle du Veldiv. Alors je voudrais vous demander, Madeleine, ce matin, je vous remercie d'emblée d'avoir accepté de témoigner, je voudrais vous demander où étiez-vous ce 16 juillet 1942 ? Par hasard, je me trouvais à Paris. En réalité, j'étais en nourrice chez la gardienne du camp de Pithiviers, qui m'hébergeait à ce moment-là. Et comme ça correspondait à la période des grandes vacances, j'étais retournée à Paris voir ma maman. Et juste à ce moment-là, la rafle du Veldiv a eu lieu, donc je me trouvais à Paris, dans notre appartement, au 114 rue du Temple, au moment où la rafle a eu lieu. Et vous aviez quel âge ? Tout commence, j'ai 8 ans. Ah, vous aviez 8 ans à peine. Et alors, racontez-nous ce qui s'est passé. Alors, les souvenirs que j'en ai, je dors, bien entendu. Je n'entends pas frapper à la porte. Et quand je me réveille, il y a la police française qui est là et ma mère qui hurle. La police française qui lui demande où est votre mari ? Nous venons pour votre mari. Ma mère dit mon mari est déjà à Pithiviers depuis plus d'1 an. Il est parti en destination inconnue. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors faites vos bagages et on vous amène vous et vos enfants. Ma mère était une maîtresse femme. Elle ouvre les fenêtres, elle jette les meubles par la porte, elle hurle. Et par la fenêtre, tout passe par l'extérieur. Elle hurle, elle fait quand même les bagages. Et entre parenthèses, je dois ma survie et mon retour, parce qu'on avait demandé à l'époque à ma mère, qui était fourreur, mes parents étaient fourreurs, de donner des machines et de commencer à travailler pour l'armée, et que à ce moment-là, on arriverait à faire sortir mon père du camp de Pithiviers. Ah. Donc ma mère avait commencé à travailler, elle a eu un Ausweis. Mon père malheureusement n'est jamais revenu de Pithiviers et ce qui nous a permis par la suite, peut-être si j'ai le temps de vous raconter, d'être libérés. Alors et finalement donc vous avez été arrêté, mais est-ce que vous avez été conduit au Veldiv ? Bien sûr, je suis resté presque 8 jours au Veldiv, 4-5 jours au Veldiv. Alors, le Veldiv, quand je suis arrivée, apparemment, oh là là, j'ai du mal à parler parce qu'il est de bonne heure le matin. À 8 heures du matin, nous avons été conduits au stade Japy. J'ai l'impression que c'était Japy. On m'a jamais dit exactement à quel endroit. Après, dans des autobus au Veldiv. Et nous étions probablement dans les premiers arrivés. Il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Donc, on a eu le temps de s'installer et petit à petit, le monde est arrivé. Bon, il faisait une chaleur suffocante, il n'y avait presque pas d'eau, mais je ne peux pas dire à l'âge que j'avais que je me rendais compte vraiment du danger. Et comme je dis souvent, puisque c'est pas la première fois qu'on m'interroge à ce sujet, c'était peut-être un peu pour les enfants une espèce d'aventure. Oui, On courait entre les chaises, entre les gradins, entre toutes ces choses-là. Mais on se rendait compte quand même qu'il y avait quelque chose d'abord parce que la nourriture, c'était pas terrible. Et l'eau, surtout, la chaleur. Les conditions d'hygiène. Les conditions, les latrines étaient tout de suite pleines. Les gens sur la piste accouchaient. Il y avait un hôpital de fortune au milieu du Veldiv, dont ma mère avait essayé de se faire porter malade et puis ça n'avait pas marché, mais quand même, elle a été admise et elle avait demandé à l'époque, donnez-moi de la morphine, et moi je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. J'étais effrayée parce que je n'entendais que le mot mort. Oui. Je n'entendais pas morphine, j'entendais mort, et je ne comprenais pas pourquoi elle voulait la mort. Mais disons que les conditions étaient, je ne peux pas vous dire,
plus que... Vous avez un souvenir de la police française, de son comportement à ce moment-là? J'ai un souvenir de la police française qui nous gardait. J'ai un souvenir de jeunes aussi qui nous gardaient. C'était des jeunes qui ressemblaient un petit peu à des scouts. Ils avaient des espèces de petits foulards autour du cou. La police française, je ne peux pas dire que j'ai vu de la maltraitance ou des choses comme ça. Simplement, j'ai vu des gens entassés les uns sur les autres, des cris. Mhm. Et puis, ça a duré un petit moment. Je me souviens que ma mère était quand même une maîtresse femme débrouillarde. Elle avait trouvé dans un coin un endroit où elle pouvait nous coucher par terre, parce qu'en réalité, la plupart du temps, on était assis. Oui. Et là, nous étions couchés par terre, et nous étions avec deux petits-enfants qui habitaient dans le même immeuble que nous, et je les nomme toujours, parce que malheureusement, eux n'ont pas eu la chance de revenir. Un petit garçon qui avait à l'époque 9 ans et qui était mon petit copain, parce que nous habitions dans le même immeuble, qui s'appelait Lazare, et une petite fille de 4 ans qui s'appelait Régine. Donc nous dormions ensemble et la maman était là aussi. Le papa avait été déporté également à Pithiviers avec mon papa. Donc une précision, puisque vous parliez de Pithiviers, le camp de Pithiviers, il était ouvert déjà depuis combien de temps avant la rafle? 41. Le camp de Pithiviers a été ouvert, je crois, pour d'autres personnes que les Juifs. Mais les Juifs ont été internés à Pithiviers au mois de mai 41, la fameuse rafle du Veldiv, du billet vert. Oui. Et mon père a été pris dans la rafle du billet vert, vérification de papier. Mon père avait fait son service militaire et le capitaine lui avait dit à ce moment-là, mes enfants, vous êtes français, vérification des papiers. Il a été un des premiers à faire vérifier malheureusement ses papiers. Il n'est jamais ressorti. Vous savez où il est allé de Pithiviers directement dans les camps? Alors, de Pithiviers, on a reçu une lettre 2 mois avant la rafle du Veldiv, comme quoi il a été déporté en destination inconnue. Je sais, pour avoir été à Auschwitz une fois, enfin tout au moins la première fois, et avoir demandé est-ce que vous avez eu mon père s'appelait Reimann, Monsieur Reimann à cette époque, et on m'a sorti le certificat de décès. Parce que souvent on dit déporté à Auschwitz, mais c'est un symbole à Auschwitz, puisqu'il y avait énormément de camps. En réalité, lui, il a été vraiment déporté à Auschwitz, et il est mort 6 mois après, et j'ai le certificat de décès. Pourquoi j'ai le certificat de décès? Parce qu'avant 42, il y avait encore des enregistrements. Oui. Après 42, il n'y a plus d'enregistrement, il y avait tellement de monde malheureusement qui arrivait qu'il n'enregistrait plus. Mais moi, j'ai le certificat de décès de mon papa qui est mort à l'hôpital, et je sais même ce qu'il faisait. Il était ce qu'on appelait, entre parenthèses, au Canada, c'est-à-dire décharger les wagons et les nettoyer au moment de l'arrivée à Auschwitz d'autres déportés. Alors, comment finalement vous quittez au bout de quelques jours le Veldiv, et où vous allez avec votre mère? Alors, on entend par des bruits qui courent, comme quoi les premiers partants iraient au camp de Pithiviers. Donc, ma mère, qui connaissait un gardien du camp de Pithiviers dans lequel nous étions en pension, ma sœur et moi, voulait aller à Pithiviers. Comme elle entend que le premier convoi qui part du Veldiv vers Pithiviers, elle est volontaire, donc nous sommes pratiquement les premiers qui sortons du Veldiv. Des trains à bestiaux, bien entendu, c'était la gare de Sterlitz, un seau d'eau pour tout le wagon, une petite tablette de chocolat Meunier minuscule par enfant jaune, je me souviens très très bien, et une boîte de sardines. Et puis embarqué dans ce wagon à bestiaux, des grillages à la fenêtre. Et ma mère réussit à écrire un petit mot qu'elle envoie par la fenêtre. Et je me souviens très bien de ce petit mot, pour la bonne raison qu'il est arrivé à destination. Ah oui. Donc les cheminots ont dû trouver ce petit mot, et le petit mot est arrivé à destination.
On passe devant Pithiviers, et on ne s'arrête C'était un petit pas. mot Ma qui était mère, destiné à qui? à des voisins, Mhm. en leur disant que nous partons à Pithiviers. En réalité, nous ne sommes jamais arrivés à Pithiviers. Le wagon continue à rouler et nous arrivons à Bonne-la-Rolande. Ah, Donc, le second camp. Bonne-la-Rolande, oui, second camp. Il y avait 2 camps dans le Loiret, Pithiviers, Bonne-la-Rolande. Donc, à Bonne-la-Rolande, le camp est vide. Nous sommes le premier convoi qui arrive à Bonne-la-Rolande, avec toujours ce petit garçon, cette petite fille et cette maman. Nous sommes toujours ensemble. Mhm. Et on nous attribue une baraque. Il me semble vraiment que c'était la baraque numéro 8. On nous donne 3 chalits pour 6 personnes. Moi, je dors avec le petit garçon. Ma mère dort avec ma sœur, parce que ma sœur était là aussi, j'ai une sœur. Et la petite fille dort avec sa maman. Donc, nous sommes tout en bas. Il y a 3 chalits l'un sur l'autre. Nous sommes en bas et 3 chalits nous sont attribués pour 6 personnes. Et petit à petit, on voit le camp qui se remplit. Et bon, la baraque est pleine, bien entendu. Et ma mère, qui s'était bien conduite dans le wagon parce qu'elle avait commencé à mettre de l'ordre, il y avait tout de suite des cris et des choses comme ça qui se passaient mal dans le wagon, a été nommée pour aller travailler en cuisine à Bonne-la-Rolande. Donc, dès qu'on arrive, ma mère est en cuisine. Nous sommes à la baraque, mais le privilège, c'est que ça nous donne une gamelle de plus à manger, avec des haricots. Alors, vous restez... Que se passe-t-il après? Vous restez combien de temps à Bonne-la-Rolande? Alors, on reste à Bonne-la-Rolande, toujours le même scénario. Les enfants, plus ou moins inconscients. Je ne dirais pas qu'on joue à la guerre, comme certains enfants, mais on court dans le camp. Il y a encore quelques baraques qui sont vides. Donc, on monte dans les chalits, on va à droite, à gauche. Il y avait un théâtre qui avait été organisé ou construit par les hommes. Donc, on va dans ce théâtre. Il y avait même un piano. Donc, les enfants, on est plus ou moins insouciants et c'est un peu l'aventure. Manque de nourriture, inconfort dans les baraques, mais quand même relativement insouciant. Et arrive au bout de 8 jours, une lettre de l'endroit où ma mère travaillait pour cette usine de canadienne, puisque elle avait donné ses machines pour pouvoir se faire sortir mon père. Et ma mère avait encore fait une faute à l'époque, puisque nous avions la chance, et c'était très rare à cette époque, d'avoir le téléphone. Sans ce téléphone, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler, puisqu'elle a eu le temps de téléphoner à cette usine en disant « Vous n'avez rien fait pour vous, mon mari, sauvez-moi, moi et les enfants ». Et une lettre est arrivée en demandant à ce que maman retourne à l'usine de façon à pouvoir continuer à travailler. Et c'est comme ça qu'on a été libérés et on nous a mis dans le train, arrivé à la gare de Sterlitz. Et en sortant du camp, d'ailleurs, j'ai toujours mes papiers, comme quoi nous avons été libérés, et un papier particulièrement sur celui de ma mère, il y a écrit « Autorisation de circuler dans Paris 2 heures après le couvre-feu ». Probablement que le train de Bonne-la-Rolande était arrivé après le couvre-feu. Les Juifs n'avaient pas le droit d'être dans les rues à partir de 6 heures, si mes souvenirs sont exacts. Donc, j'ai encore ce papier avec le tampon de Bonne-la-Rolande. Et par la suite, comment vous avez survécu jusqu'à la fin de la guerre? Alors, par la suite, ma mère a été obligée de continuer à travailler. Elle a continué à travailler quelques jours. Nous avons été envoyés chez une nourrice à Vendôme, où je suis restée jusqu'à la fin de la guerre, probablement par Lauzet, si mes souvenirs sont bons. Et bon, scolarisé de briques et de broc.
à l'église, la croix, le petit Jésus, les prières. Je dois dire qu'aujourd'hui, je connais encore mes prières par cœur en français et en latin. Et nous avons fini par être libérés à Vendôme. Mais à Vendôme, nous avons fait je ne sais combien de nourrices, bien entendu. Et votre mère, donc, a survécu? Ma mère a survécu. Elle est morte 2-3 mois après la libération, c'est-à-dire en janvier 1946. Et ma mère pleurait tous les jours, vraiment. Mais ma mère n'a pas continué à travailler pour l'armée. Elle a travaillé peut-être 15 jours, 3 semaines, peut-être 1 mois. Et après, elle est venue nous rejoindre à Vendôme. Eh bien, sans papier, sans adresse. Eh bien, Madeleine, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin. C'est un témoignage extrêmement émouvant, surtout pour... Ah oui, non, encore autre chose. Ça, c'est très, très important. Oui. Le petit garçon et la petite fille ne sont jamais revenus. Oui. Donc, de cette famille, il n'y a absolument rien. Et dès que je peux prononcer leur nom, je le prononce, parce que cette famille a été complètement rayé de la société. Ce petit garçon s'appelait Lazare et cette petite fille Régine. Et j'ai toujours une pensée pour eux parce que je devrais être avec eux et moi je suis toujours là. Bien, merci beaucoup Madeleine pour ce témoignage particulièrement émouvant. Cette journée du 16 juillet, 77 ans après la rafle du Veldiv. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir accepté de témoigner. Et on vous souhaite bonne santé et longue vie. Merci, je vous en prie. Au revoir. Au revoir.